On m'a tendu une blouse. J'ai choisi la tenue du combattant. Je m'appelle Malika Gaïd. Je vais vous raconter mon histoire. Je suis née le 24 août 1933 à Bellecour, Alger. Je revois Bellecour, un quartier populaire, bruyant, vivant, un endroit où les familles modestes tenaient debout. Malgré tout, c'est là que j'ai ouvert les yeux. Je me souviens de ma mère, un regard vif, une voix qui brisait le silence d'un you-you éclatant. Elle plaisantait, taquinait, faisait rire la maison entière. Puis, d'un seul geste, redevenait ce roc qui portait toute la famille, sans long discours. Elle m'a appris qu'on traverse la vie en mêlant la joie au courage. Mon père était enseignant, un homme droit, un homme qui croyait au savoir. Puis, il a quitté l'école coloniale, volontairement. Il a préféré rejoindre les chemins de fer. J'étais jeune, mais j'ai compris. Il refusait de servir un système qui écrasait les nôtres. Chez nous, on aimait l'Algérie, mais tout se faisait en secret. Mes proches étaient engagés, mais ils ne laissaient rien paraître. Je ne savais rien, je ne voyais rien, mais je sentais déjà qu'il se passait quelque chose autour de moi. J'étais la benjamine d'une grande fratrie. Parmi eux, il y avait Tahar et Mouloud, tous deux engagés très tôt, tous deux portés par le même souffle. Je les voyais discuter, réfléchir, écouter les nouvelles du pays. Je ne comprenais pas tout, mais je sentais déjà ce qui se préparait. Et je savais que ma route finirait par rejoindre la leur. En 1940, nous quittons Alger pour Borj Bou Arreridj. J'y obtiens mon certificat d'études en 1945. Je voulais aller plus loin, je voulais être utile. À Borj, je regardais le monde changer autour de moi. Je voyais la jeunesse s'agiter, les idées circuler, les visages se tendre vers quelque chose qui dépassait nos vies. Je ne comprenais pas encore tout, mais je sentais déjà que mon chemin finirait par rejoindre celui de ceux qui luttaient. En 1948, je suis admise à l'école paramédicale de Sétif. 3 ans d'apprentissage, de rigueur, de discipline, de nuits d'études. En 1951, je deviens infirmière sage-femme. Je suis affectée à Kerata, puis à Lafayette, puis à Genzet. À Borj, je ne me contentais pas de regarder. Un soir, des tracts du Parti du peuple algérien circulent. Le message était clair: libérer Messali. Mon frère Tahar, qui militait au PPA, et le responsable de la petite cellule locale devaient les coller dans la rue principale. Mes 2 policiers montaient en la garde, l'un en haut, l'autre en bas. Ils sont revenus avec les tracts encore dans les mains. Bloqués, impuissants. Quand j'ai entendu ça, je n'ai pas hésité. J'ai pris les tracts, je les ai glissés sous ma cape. Je suis sortie. J'ai couvert toute la rue, d'un bout à l'autre, comme l'aurait fait une équipe entière du PPA. Le lendemain, le responsable a demandé à Tahar: « Il y a une autre cellule ici ?» Tahar a souri. « Non, c'est ma sœur. » Ce soir-là, j'ai compris que je ne resterai jamais spectatrice. Là-bas, à Genzet, j'ai vu un peuple épuisé, des femmes courbées, des enfants fragiles, des hommes brisés par les humiliations quotidiennes. Les villages me connaissaient déjà, ils savaient d'où je venais, ils savaient ce que représentait ma famille, ils savaient que j'étais digne de confiance. Alors, peu à peu, ils ont commencé à me confier des blessés qu'on ne pouvait pas montrer à l'hôpital, toujours discrètement, toujours dans le silence. C'est comme ça que la guerre a commencé à frapper autour de moi, dans les ombres, dans les chemins de nuit, jamais au grand jour. Et une nuit, ce ne sont plus les villageois qui ont frappé à ma porte. Les premiers blessés du maquis sont arrivés. Ils venaient toujours de la même manière. La nuit, à dos de mulet, recouvert de couvertures, le souffle court, le visage épuisé, on frappait doucement, ou on murmurait mon nom. Jamais un détail inutile. Je comprenais, ils comprenaient, et j'ouvrais la porte. Je soignais, je recousais, j'arrachais la mort, quand je le pouvais, avec presque rien, avec ce que j'avais subtilisé aux structures coloniales. Je n'étais plus seulement une infirmière, j'étais devenue la main sûre vers laquelle on se tournait quand il n'y avait plus personne. Je revois Ben Larbi Abderrahman, grièvement blessé à la jambe. Je revois Moabdine, le visage marqué par la guerre. Je revois ses corps épuisés, ses souffles courts, ses regards qui me suppliaient de ne pas les laisser partir. Autour de moi, il n'y avait ni médecin, ni matériel, seulement ma trousse, mon calme et ce que j'avais appris. Je soignais l'urgence, je refermais les blessures, coûte que coûte.
Je luttais contre la souffrance avec des moyens dérisoires. Chaque geste devait être rapide, précis, sûr. L'infirmier qui m'accompagnait, Abdelkader, perdait parfois ses moyens. « Malika, comment on va faire ?» Je n'avais pas de réponse longue, seulement des actes. Je faisais ce qu'il fallait pour les sauver, partout, à toute heure, avec presque rien. C'est ainsi que je suis devenue une chirurgienne de l'ombre, non pas par choix, mais parce qu'il le fallait. Mon engagement clandestin était né, sans armes, sans uniforme, mais il était né. 13 juin 1956. Tout change, ce jour-là. Le colonel Amirouche arrive chez mes parents, à Timengash. Il me regarde, il me demande de le suivre. Je savais ce que cela voulait dire, et je savais ce que je voulais, moi aussi. Je ne voulais pas rester à la marge. Je ne voulais pas seulement soigner. Je voulais être combattante, avec ma tenue, avec mon arme, avec eux. Je n'ai pas parlé longtemps, je n'en avais pas besoin. J'ai pris ma trousse médicale, je me suis avancée, je me suis tenue droite. Au garde à vous, c'était ma réponse, claire, silencieuse, sans retour. Le colonel Amirouche m'a serré contre lui. Ma mère a poussé un you-you qui a traversé toute la maison. Mon père a baissé la tête, fier et inquiet à la fois. Avant notre départ, le colonel Amirouche a inspecté chaque pièce, chaque recoin, pour effacer toute trace du passage des Junouds. Puis, un Jundi a tenu le mulet. Je suis montée. Nous avons quitté le village, direction Taourart, avec la Katiba. Ce jour-là, je suis devenue membre de l'ALN, infirmière et combattante, sous les ordres du colonel Amirouche. La montagne, c'était un autre monde. Le froid me mordait les doigts, la faim ne me quittait jamais. Les marches étaient interminables, les nuits sans sommeil, les accrochages de plus en plus fréquents. Et les blessés, toujours plus nombreux. Je suis devenue combattante, mitraillette au poing, et infirmière à chaque instant. Peu avant le congrès, tout s'accélère. Les 20 et 23 juillet 1956, j'assiste à un accrochage aux environs de Tazmalt. Les troupes françaises affrontent un détachement de la Wilaya 4. Ces hommes se rendaient vers Ixer, à Mokran, tout en haut de la montagne, là où devait se tenir une réunion décisive pour l'avenir de la Révolution. Pendant qu'ils retenaient l'ennemi, nous avancions. Le service médical ne devait pas s'arrêter. Nous devions atteindre le sommet, coûte que coûte. Quand nous sommes enfin arrivés, le colonel Amirouche a installé le service médical dans une maison proche. C'est là que j'ai vu, pour la première fois, les grands responsables rassemblés. C'est là que j'ai compris que ma place avait changé. 20 août 1956, le congrès de la Soumam. J'y suis, la seule femme du service médical présente ce jour-là. Je traverse Ifri. Je vois les chefs de la Révolution réunis. Je comprends que ma présence n'est pas un hasard. Je suis devenue un maillon, une combattante, un repère pour les infirmières de la Wilaya 3 et 4. Après le congrès, j'ai suivi l'état-major du colonel Amirouche avec le service médical. Je soignais, je marchais, je portais. Je soignais les corps meurtris. J'opérais avec presque rien. Je refermais les blessures. Je retenais les cris. Je tremblais parfois, mais jamais quand je posais mes mains. Dans les villages, les femmes me reconnaissaient. Les Junouds me faisaient confiance. Pas un douar traversé ne manquait de recevoir ma visite. Donner des conseils, soigner des malades, petits et grands, distribuer des médicaments. Je me souviens d'une patrouille ennemie chez Si El Hossin, à Mchedala. On me prévient que les soldats fouillent le village. Je revais une djebba kabyle, je cache mon pantalon. Mon revolver reste à ma ceinture. Je demande de la farine et de l'eau. Je me mets à pétrir la pâte comme une simple villageoise. Les soldats entrent, le sergent me regarde, longtemps. Je continue à pétrir, comme si de rien n'était. Il finit par faire demi-tour, et il quitte la maison. Mon sang-froid m'a sauvé ce jour-là. Les mois passent, les opérations de ratissage se multiplient. Les colonnes ennemies montent de plus en plus haut dans la montagne. Nous changeons sans cesse d'abri, de grottes, d'infirmeries improvisées. Chaque accrochage laisse davantage de blessés, davantage de tombes. Derrière nous, je sens que quelque chose se prépare, que la prochaine opération sera plus vaste, plus lourde que les autres. Puis vient le 26 juin 1957, le jour où tout se referme.
Nous sommes à Ifri-Houchen, la grotte du chacal, une infirmerie improvisée, une cache, un refuge. Avec moi, 2 infirmières, Dania, Adjira et des blessés, tant de blessés. À l'aube, des milliers de soldats approchent. Une opération de grande envergure, dirigée par le colonel Bigard, massive, implacable. Ils encerclent la zone. Un informateur révèle les cachettes. La grotte est bombardée. Les gaz lacrymogènes envahissent l'air. Les blessés suffoquent. Ils me regardent, ils attendent. Je savais que si je sortais, je pouvais mourir. Je savais que si je restais, je mourrais sûrement. Mes compagnes, Dania et Hadjira, seront emmenées prisonnières. Moi, non, je ne leur laisserai pas ce choix. Alors je suis sortie, mitraillette au poing, déterminée, debout, face à l'ennemi. Je n'ai pas avancé loin. Un auxiliaire de l'armée française m'a saisi. Je l'ai giflé de toutes mes forces. Il a tiré. Une rafale m'a foudroyé. Je me suis effondrée. Je suis tombée, la face contre terre, sans cri, les armes dans les mains, sans avoir fui, sans avoir reculé. Ce jour-là, à Ifri-Houchen, j'avais 23 ans. Et j'ai fait mon choix. Malika n'était pas une simple infirmière. Elle était une présence, un repère, une force. Et quand elle est tombée, l'ALN l'a fait savoir. Une lettre est arrivée chez les siens. Signé colonel Amirouche. Cher frère Rachid, je ne sais comment annoncer le décès de la sœur Malika. Elle est tombée au champ d'honneur, dans la commune de Mayo, le 26 juin, les armes à la main. Nous perdons non seulement une sœur, mais aussi une combattante. Un exemple de courage et d'abnégation qu'elle a su communiquer à tous. Nous aviserons les parents dès que possible. Fraternellement, le colonel Amirouche. Ses mains avaient sauvé tant de vies. Ce jour-là, personne n'a pu sauver les siennes. Et elle est tombée au milieu des siens, pour que nous puissions, un jour, nous relever libres. Je m'appelle Malika Gaïd. J'avais 23 ans, et j'ai fait ce que je devais faire. Je n'étais pas seulement infirmière, j'étais combattante. Je n'ai pas vu l'indépendance. Mais je suis partie en la portant en moi. الأمجاد تحيينا نزهو بالماضي في